Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Le premier titre de l'actualité, je suppose que vous le connaissez si vous étiez à l'écoute et devant vos postes de télévision à l'instant. Il s'agit bien sûr du voyage de M. Pompidou, ce qui explique d'ailleurs le retard de cette édition de Télémidi. Un voyage et un discours ce matin à l'Hôtel de Ville que l'on vient de voir. L'essentiel à retenir, Guy Claes. C'est un discours en deux parties. La première partie est portée sur le projet de régionalisation qui est actuellement étudié, je vous le rappelle, par le Conseil d'État et que le Conseil des ministres approuvera le 3 novembre et qui sera voté en principe avant la fin de l'année par l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de la République a donné quelques précisions. C'est un projet qui prévoit la création de 2 conseils régionaux. Un conseil, appelé d'ailleurs Conseil régional, est composé d'élus représentant les municipalités et où les grandes villes auront un poids particulièrement important. Et puis un comité consultatif où siégeront des représentants des associations qui s'occupent des activités économiques, sociales et culturelles de la région. C'est un projet qui n'est pas révolutionnaire, le président de la République l'a souligné d'ailleurs, mais il a dit aussi on ne fait pas la révolution tous les jours, il vaut mieux aller par étapes, aller progressivement, et d'ailleurs pour l'avenir, il n'a pas écarté la possibilité de procéder à des modifications si à l'expérience cette réforme ne se révélait pas vraiment satisfaisante. Quant à la deuxième partie du discours, elle a été consacrée à la Bretagne et à son avenir, avec de la part du président de la République la volonté évidente de rassurer la Bretagne sur son avenir. Vous savez qu'il y a tout de même quelques tensions en Bretagne, d'ailleurs les syndicats avaient donné un mot d'ordre de grève pour cette journée. Il y a eu quelques manifestations à l'arrivée du président de la République. Jean-Pierre Elkabbach nous a dit que c'était le fait de quelques centaines ou d'une centaine de gauchistes, on pouvait mal s'en rendre compte nous en suivant ça sur nos écrans, rien de très grave en tout cas. Mais le président de la République a souligné son espoir de voir l'ouest de la France se rééquilibrer rapidement avec le reste du pays, car vous savez que l'ouest était resté un peu en arrière tout de même ces dernières années dans l'expansion générale, et il compte un peu là-dessus, je crois, il l'a dit en tout cas, sur l'entrée de la Grande-Bretagne et de l'Irlande dans le marché commun, ce qui permettrait de donner un nouvel essor à cet ouest de la France qui en a tout de même un peu besoin. Et maintenant, M. Pompidou est parti. D'ici quelques minutes, il va déjeuner à bord du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Il est parti donc pour ce déjeuner. À l'heure où se tenait le meeting auquel faisait allusion Guy Claes à l'instant, ce matin, M. Pompidou visitait le Redoutable. Le chef de l'État devait passer plus d'une demi-heure à bord du premier sous-marin nucléaire français. Le Redoutable que Jean-Pierre Mitois a visité pour vous. Regardez. À 300 mètres sous l'océan, dans les entrailles du monstre d'acier porteur de la foudre nucléaire, ils attendent, éternellement prêts. Plusieurs dizaines de sous-marins nucléaires, américains, soviétiques, britanniques, sont ainsi à l'affût en permanence. Bientôt, un bâtiment français, le Redoutable, va rejoindre cette armada au fond des mers. Le submersible classique navigue en surface et plonge en cas de danger. Le sous-marin nucléaire, lui, lorsqu'il est en mission, vit sous l'eau et fuit le combat. Durant 75 jours, il reste caché, respectant le silence pour ne pas se faire repérer. Mais il garde le contact avec le pouvoir politique, seule habilité à lui donner l'ordre de tirer les missiles qu'il porte dans ses flancs. 16 missiles armés d'une bombe de 500 kilotonnes. En cas de conflit, la salve serait tirée sans que le sous-marin fasse surface, à raison d'une fusée à la minute. Mais la logique de la dissuasion veut que ces armes ne soient jamais utilisées, ou alors c'est qu'elles auraient échoué. Pour les 135 hommes de l'équipage, il s'agit de maintenir en parfait fonctionnement le navire et ses engins tout au long de la patrouille. Pendant 2 mois et demi, leur univers se réduira à un espace de 128 mètres de long sur 11 mètres de large, encombré de machines. Seul contact avec le monde extérieur, l'écoute radio. Elle apporte à chaque homme un message personnel de 30 mots tous les mois. On ne répond pas, de crainte de se faire repérer. Pour ces prisonniers du fond des mers, la journée se décompose en 3 périodes de 8 heures. L'une pour le travail, la deuxième pour le sommeil, la dernière pour les loisirs. Ceci, en dépit du confort exceptionnel pour un sous-marin, reste limité. Un film par jour, la lecture du quotidien du bord et des livres de la bibliothèque, les tournois de cartes ou d'échecs. La Marine nationale a sélectionné très sévèrement les équipages. N'importe qui n'est pas à même de supporter une telle épreuve, la claustrophobie, l'éloignement, la vie collective. Les hommes du Redoutable ont effectué une première mission expérimentale de 48 jours et au début de l'année prochaine, ils partiront pour la première patrouille opérationnelle. Quand le sous-marin refera surface, ce sera le printemps.
Vous avez vécu vous-même pendant quelques heures à bord du Redoutable. Quelles sont les impressions, Jean-Pierre Mitois? Eh bien, il est certain que le sous-marin nucléaire offre des conditions d'hébergement et des qualités de confort et de silence assez inhabituelles. Bien entendu, le sous-marin nucléaire est un bateau qui fait tout de même 9000 tonnes, alors qu'un sous-marin classique ne pèse lui que de 1000 à 2000 tonnes. L'expérience que nous avons vécue a été très brève, elle a duré 3 heures, si bien qu'on n'a pas pu bien se rendre compte de ce que pouvait être une mission. Cependant, je pense que je ne me porterai pas candidat pour une patrouille de 70 jours, car l'épreuve doit être assez dure. Il est interdit de fumer, qui plus est. Il est interdit de fumer. Un accident hier à Glasgow qui, au fil des heures, a pris des allures de catastrophe. Il s'agit d'une explosion de gaz qui a fait 13 morts et une centaine de blessés. François Cornet. 13 morts, une centaine de blessés, 5 femmes portées disparues. Glasgow est en deuil pour la seconde fois cette année après ses 66 morts de janvier dernier dans l'effondrement des tribunes du stade d'Ibrox Park. Une cascade de pierres, de ferraille et de poussière, voilà ce que Busby Road a été durant quelques minutes hier après-midi, peu après 15 heures. Dans ce bourg situé à 25 km du centre de la ville, une fuite de gaz avait été repérée depuis 2 jours. Hier, des ouvriers creusaient la chaussée, l'un de leurs instruments heurta le conduit qui fuyait. Une terrible déflagration secoua alors tout le quartier. Les toits des magasins s'effondrèrent l'un après l'autre. Le nombre des victimes s'explique par le fait que dans les villes écossaises, le jeudi est jour de la paie hebdomadaire des ouvriers, ce qui remplit évidemment les boutiques. Parler en France des fameuses rentes Pinet. L'amendement de M. Maret avait provoqué, vous le savez, quelques remous en bourse. Cet amendement que M. Maret a d'ailleurs retiré hier soir, nous allons en reparler tout à l'heure. Cela dit, il est utile de bien comprendre de quoi il s'agit dans cette affaire. Et pour cela, avec Bernard Olivier et Pierre Jodon, il faut remonter à l'origine des titres Pinet. Pourquoi la rente Pinet attrape-t-elle la fièvre lorsqu'un milliardaire est malade? C'est une longue histoire qui remonte à 1952. Les finances d'alors sont au plus bas, l'argent fuit, la monnaie chancelle, il faut frapper un grand coup. Monsieur Antoine Pinet lance son emprunt, le rendement est relativement bas, 3,5%, mais l'emprunt est indexé sur l'or, ce qui rassure les petits épargnants. Il est aussi dispensé des droits d'héritage, mais à l'époque, personne n'y attache un grand intérêt. L'emprunt est un succès, les finances sont sauvées, la confiance dans l'État rétablie, l'emprunt Pinet a rendu un grand service à l'économie nationale. Monsieur Pinet est l'idole des financiers. Il renouvellera son exploit en 1958. Mais pendant ce temps, l'emprunt tourne mal. Lorsque l'économie nationale se rétablit, l'emprunt est délaissé à cause de son rendement faible, d'autant plus que l'or reste stable jusqu'en 1968. Et c'est alors que les conseils fiscaux se souviennent qu'il est dispensé des droits d'héritage. Alors, les choses se passent ainsi. Si vous êtes de la famille d'un homme riche et très malade, vous louez en cas de malheur des Pinets dans une agence spécialisée dont c'est l'activité principale. Si l'agence n'en a pas beaucoup et si votre parent est très riche, elle rachète des Pinets à la bourse. Et par ce moyen, lorsqu'un milliardaire est au plus mal, on peut lire sur la cote Pinet ce que son médecin lit sur sa feuille de température. Pour acheter ces Pinets, vous avez vendu, bien entendu, tout ce qui pouvait l'être. Le jour de l'héritage, vous ne payez aucun droit sur les Pinets que vous possédez, mais en revanche, vous payez entre 5 et 60% de droits de succession sur tout le reste. L'opération achevée, vous rendez les Pinets à l'agence qui vous les a loués, moyennant bien entendu une petite commission. Ainsi, chaque coupon de l'emprunt a pu servir à 10, 20 ou 50 héritages, sans jamais qu'un sou tombe dans les caisses de l'État. En cas de troubles financiers pendant que se règle l'héritage, l'emprunt Pinet reste indexé sur l'or. Les partisans du Pinet et ses adversaires s'affrontent au nom de 2 morales. Ces partisans disent « l'État s'est engagé sur des bases qu'on peut juger malsaines aujourd'hui, mais d'une part, on léserait les petits épargnants et d'autre part, l'État ne peut renier sa parole sans perdre tout crédit. » Ces adversaires affirment « c'est un scandale, ceux qui utilisent le Pinet pour frauder tournent la loi, on ne peut laisser cela impuni. Notre amendement ne renie pas la parole de l'État, simplement il supprime la fraude en exigeant que pour tout héritage, seuls seront dispensés de droits les Pinets qui seront détenus depuis au moins 2 ans.
Et à l'Assemblée nationale, Daniel Brem, on a reparlé hier soir encore du Pinay. Qu'est-ce qui a été décidé Eh finalement? bien, désormais, les choses ne se passeront plus comme il vient d'être indiqué. En effet, les titres Pinay représentant la succession seront désormais consignés chez un notaire, et ceci jusqu'au règlement de la succession. Règlement qui peut durer, vous le savez peut-être, de 6 mois à plusieurs années, 2 ans, 10 ans. Deuxièmement, les numéros des titres seront relevés. Ces titres ne pourront donc plus être loués pour plusieurs successions. Alors, sur ces promesses de M. Giscard d'Estaing, eh bien, messieurs Maret et Edgar Faure ont retiré leurs amendements, tandis que l'Assemblée repoussait ceux de M. Ramet et Bouloche pour l'opposition. Alors bien sûr, il n'y avait pas que ça dans la première partie du budget hier soir, qui a été voté d'ailleurs par 361 voix contre 90, et aussi 19 abstentions. Oui, et parmi ces abstentions, disons celle de M. Edgar Faure. En effet, il y avait dans cette première partie du budget toutes les recettes, c'est-à-dire, vous vous en doutez, les impôts. Alors pour les salariés, pas de changement sur ce que nous avions annoncé, à savoir le calcul de l'impôt pour les plus petits revenus à partir d'une base plus élevée que celle qui avait été prévue à l'origine par le gouvernement. Non salariés, 1 100 000 commerçants au lieu de 650 000 verront leur impôt réduit de 3%, c'est-à-dire tous ceux qui ont des revenus inférieurs à 15 000 francs au lieu de 10 000 francs. Publicité de l'impôt, eh bien c'est décidé pour 1973 sur les revenus de 1970. Et alors sous quelle forme ça se présentera? Eh bien, vous pourrez consulter en 73 un registre comme celui des listes électorales, et sur ce registre, vous trouverez le chiffre des impôts payés par chacun d'entre nous. Et depuis ce vote de cette nuit, on ne parle plus de fronde dans la majorité, d'un vent de fronde? Eh bien, non, mais il a fallu pour cela que le Premier ministre, en tant que chef de majorité, donne de la voix. Il a affirmé « Nous serons jugés aux élections sur notre capacité à préserver un haut niveau d'emploi et d'expansion et pas seulement sur tel ou tel avantage fiscal ». Mais les députés quand même ont marqué cette nuit qu'ils n'entendaient pas céder un pouce de leurs prérogatives au gouvernement. Et c'est ainsi qu'ils n'ont pas accepté que M. Giscard d'Estaing, comme il le voulait, utilise une réserve fiscale à base de taxes à la valeur ajoutée, sans avoir d'abord dit à la Commission des finances à quel secteur de l'activité économique il la destinerait. Et puis rapidement, une chose à ajouter qui s'est déroulée là, cette fois-ci ce matin à propos des incompatibilités, les PDM. Oui, alors les PDM, M. Stasi a expliqué qu'en accord avec les Républicains indépendants et les UDR, il déposait une proposition de loi qui tend à moraliser la vie politique, à augmenter les incompatibilités, et notamment qui prévoirait qu'un député, lorsqu'il est candidat, donne dans sa profession de foi sa situation de fortune, celle de son conjoint et de son suppléant. Merci Daniel. Cet après-midi d'ailleurs, M. François Mitterrand doit intervenir à l'Assemblée. Il compte poser une question sur l'attitude du gouvernement vis-à-vis des services publics. Je vous rappelle aussi que M. Mitterrand sera l'invité ce soir du Club de la Presse à 21h sur la première chaîne. Autour de lui, René Andrieux de l'Humanité, Michel Bassy du Figaro, Roland Faure de l'Aurore et Bernard Lefort de Paris Jour. C'est Étienne Moujotte qui vous présentera cette émission, au cours de laquelle vous pourrez, comme d'habitude, poser des questions en téléphonant à SVP 11 11. À la Bourse de Paris, aujourd'hui, Gérard Vidalanche, on parle encore et aussi du voyage de M. Pompidou à Brest. Oui, Jean-Michel Desjeunes, mais je voulais dire un mot sur la rente Pinay. Maintenant, on peut dire que la tempête s'est complètement apaisée à la Bourse de Paris. L'emprunt, le 3,5, s'est même un petit peu raffermi, 163 francs 20, alors que le marché de l'or, au contraire, est en baisse, puisque le lingot aujourd'hui a perdu 55 francs à 7410 francs. Le franc français est très demandé aux États-Unis, ce qui est tout de même un signe de bonne santé économique. Et au contraire, il y a des rumeurs en ce qui concerne l'Allemagne, et l'on pense que M. Schiller, qui a fait une déclaration assez fracassante hier, il n'est plus temps, a-t-il dit, de jouer au poker sur les problèmes monétaires. Eh bien, on se demande si l'Allemagne ne va pas rétablir sa parité fixe en ce qui concerne le mark. Si vous le voulez bien, c'est avec les cotations que je reviendrai sur les projets de la raffinerie de Brest, car c'est effectivement un investissement industriel important. En ce qui concerne les valeurs françaises, disons que le marché est assez bien orienté, quelques ventes encore, mais je crois que le climat maintenant est plus éclairci.
Dans le secteur social, 3 choses à noter aujourd'hui. D'une part, une grève des postiers parisiens pour la journée de demain et pour 24 heures. Il y aura très peu de courriers dans la capitale et très peu de monde derrière les guichets. À Rennes, 2 directeurs et leurs comptables d'une entreprise de bâtiment sont séquestrés depuis hier soir. 7 personnes en tout qui sont retenues par les grévistes de la société Poutot. Il s'agit de problèmes de salaire et la grève dure depuis le 13 de ce mois. À Libourne, le procès de Gérard Nicou a commencé ce matin devant le tribunal de grande instance. Le leader du Sidunati répond d'une manifestation interdite dans cette même ville au mois de mars dernier. L'atmosphère est assez tendue dans la région et tout défilé a été interdit. Sur place, Hervé Chabalier. Le 12 mars dernier, Gérard Nicou était ici à Libourne. Il voulait essayer de rencontrer le maire de la ville, qui est aussi le ministre de la Santé, M. Boulin. À la tête de plusieurs milliers de commerçants contestataires, il avait alors littéralement assiégé la ville. Des heurts s'étaient produits avec les forces de l'ordre, des voitures avaient été incendiées, des manifestants avaient été blessés. Aujourd'hui, Gérard Nicou, toujours ici à Libourne, doit rendre compte devant la justice de ces événements. En effet, il tombe sous le coup de la loi anti-casseurs. Il risque donc de 1 à 5 ans de prison ferme, puisqu'il a déjà par ailleurs 6 mois de prison avec sursis. D'ailleurs, Gérard Nicou est pessimiste. Hier à Bordeaux, il a réuni son épouse et ses amis pour une sorte de repas d'au revoir. Ça a commencé comme ça. Ça me fini. Oui, mais si je baisse, vous allez dire que j'ai eu peur. Non, je dirais pas que j'ai eu peur. Ça montre que tu as été intelligent, c'est tout. Gérard Nicou, Gérard Nicou, est-ce que ce repas que vous faites avec votre épouse et vos amis, est-ce que vous avez l'impression que pour vous c'est avant quelque temps les dernières heures de liberté ou pas? Oui, non seulement j'ai l'impression, mais c'est pratiquement une certitude. Donc, d'autant plus j'en profite. D'abord parce que j'ai la joie d'être avec mes amis. Et puis parce que je vois pas souvent ma femme. Puis disons qu'enfin, moi j'ai un moral excellent. Je l'ai avant, je l'ai pendant et je l'ai après. Vous pensez vraiment que vous allez repartir en prison là? Oui, ça ne pose d'ailleurs, je crois pas de doute à personne. Il faut voir, je crois, avec réalisme les choses. Il faut être logique avec soi-même. Je me suis battu pour une idée, je continuerai à le faire. Aujourd'hui, je paye un prix que l'État, que je gêne, de me faire payer. Mais disons que je suis secrétaire général du Sidunati dans les bons comme dans les mauvais moments, et que je resterai aussi digne que je l'ai été dans les bons, je le resterai dans les mauvais. Vous êtes sous le coup de la loi anti-casseurs. Je suppose que vous ne vous considérez pas comme un casseur. Absolument pas. Il y a 2 sortes de casseurs. Il y a les casseurs par nécessité et les casseurs, si vous voulez, par profession. Or, si nous sommes parfois battus, et parfois violemment, c'est parce qu'on ne nous a pas donné le choix. Quand nous ouvrons un véritable dialogue, et nous ne casserons plus. Mais à partir du moment où on nous brime, où on engage la répression sur tous les fronts, où les promesses qu'on nous a faites ne sont pas tenues, eh bien, il ne nous reste plus qu'une solution. C'est d'ailleurs celle qu'emploient toutes les classes sociales sans exception, et même le syndicat national de la police, celle de se faire entendre dans la rue. Donc, vous dites que vous allez continuer à vous faire entendre dans la rue, c'est ça? C'est fort possible. Et je dois dire que de toute façon, ce n'est pas le procès de demain qui m'empêchera de penser, de continuer à me battre pour mes idées, et surtout quand j'en sortirai. Parce que quand même, le Sidunati, disons, l'idée qu'en ont les Français, c'est quand même l'idée d'un mouvement de commerçants, disons, un peu activiste peut-être. Pas du tout, parce que nous avons fait la preuve. Depuis 8 mois, nous n'avons pas bougé pratiquement. À Vichy, quand nous avons manifesté, tout s'est très bien passé. Nous sommes battus chaque fois qu'on nous y a obligés. Il faut dire que quand nous sommes face à face à des polices de répression qui s'appellent les CRS, dont nous demandons pourquoi elles ne sont pas dissoutes, qui deviennent de plus en plus une police politique, comment ne voulez-vous pas que les citoyens français, se sentant responsables, ne soient pas en colère et de ce fait n'aient pas des réactions violentes, surtout quand elles sont entraînées par le désespoir. Et quand on considère qu'il y a 80% de nos vieillards qui vivent avec 2,80 francs par jour, quand on a à gauche quelque chose qui s'appelle un cœur et qu'on est un homme, eh bien on se bat pour ces gens-là. Le jugement sera certainement mis en délibéré sous 8aine ou sous 15aine. En tout cas, personne ici ne pense que l'on pourra arrêter Gérard Nicou à la barre dans le climat qui règne à Libourne aujourd'hui. Cela paraît peu vraisemblable. Libourne, information première. Et une dernière minute à ce sujet, pendant qu'Hervé Chabalier nous parlait devant le palais de justice, le procureur de la République a requis une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an pour Gérard Nicou.
Vous vous souvenez peut-être de cette maison que vous allez voir derrière moi, pourtant très, très banale. Vous en souvenez peut-être parce qu'il s'agit du domicile de celui qu'on avait appelé en 1969 le mage de Compiègne. On reparle de lui cette semaine après la mort d'une jeune fille de 16 ans. Elle est morte, vous le savez, faute de soins, et ses parents sont des adeptes de l'un des disciples de René Hénault, qui recommande aux malades de ne pas consulter de médecin, de ne pas se faire vacciner et d'attendre la guérison par la prière. L'affaire en est là pour l'instant. On attend les résultats de l'autopsie. Enquête sur place de Guy Sartoulet. Les parents de la petite Béatrice creusent eux-mêmes la tombe où elle doit être ensevelie. Béatrice est morte d'une tumeur au cerveau samedi dernier à l'hôpital Cochin. Ses parents sont-ils responsables de sa mort? Se sont-ils opposés sous l'influence d'un mage au traitement médical qui aurait pu la sauver? Voici le témoignage du docteur Hamel. Docteur, quand avez-vous vu pour la première fois Béatrice? J'ai vu Béatrice une seule fois, début avril 1971. L'avez-vous rencontrée depuis? Non, je ne l'ai plus jamais revue. Est-ce que vous pouvez, sans trahir le secret professionnel, nous dire si c'était grave? Lors de mon examen, j'ai estimé qu'il y avait de bonnes probabilités pour que ce soit une affection grave, et j'ai demandé qu'un complément d'enquête soit pratiqué en milieu hospitalier, à Paris ou à Amiens. Qu'est-il arrivé? Et les parents qui accompagnaient la jeune fille dans mon bureau se sont refusés à l'emmener à Paris. Pensez-vous que le mage ait pu avoir une influence? Sur le moment, je ne le savais pas. J'ai appris par la suite que ils étaient probablement des adeptes du mage. Il se passe dans ce petit village de Villers-sur-Coudun, où habitait la petite Béatrice, d'étranges choses. Un mage arrivé il y a 10 ans régnerait sur une partie de la population. Nous n'avons pu le rencontrer, mais voici la déclaration de l'un des habitants de ce village qui a voulu garder l'anonyme. Est-ce que la famille de la jeune fille allait voir ce mage? Oui, c'est affirmé. Et c'est lui qui l'a soigné? C'est lui qui l'a soigné. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce mage? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est vraiment difficile à savoir, mais enfin, on voit beaucoup de femmes qui montent toutes les après-midi, dans la montagne, qui vont à des réunions dans la montagne. Ça peut être aussi bien à Villers qu'à Coudun, que Clairoy, à des endroits, n'importe quel endroit qu'ils doivent fixer un truc comme ça, oui. Et que personne n'arrive à savoir vraiment, à part... Des hommes et des femmes? Non, simplement les femmes. C'est même ça qui est bizarre d'abord. Oui. Parce qu'ils n'acceptent pas les hommes dans ces réunions-là, parce que toutes les femmes s'en vont trottinant, quoi, avec leur petite charrette, un truc comme ça, mais c'est tout. Et ils soignent? Ils soignent, oui. Ils soignent. D'après ce qu'on dit, ils soignent. Et vous ne connaissez pas ce qu'est cette secte? Sur quoi est basée cette secte? C'est justement pour ça que je ne veux vraiment rien dire vraiment là-dessus, parce que ça se demande si c'est pas de la sorcellerie quand même pour envoûter tout le monde, et puis comme ça, je sais pas, il y a de l'envoûtement, tout comme ça. Ce mage de Villers-sur-Coudun fait partie de tout un mouvement mystique dont le maître serait René Hénault, un plombier zingueur de Compiègne. Celui-ci est gardé jour et nuit par ses fidèles. Cet homme a été condamné en 1965 après la mort d'un enfant qu'il avait soigné en récitant des incantations. Voici où habite le mage René Hénault, une petite maison en briques rouges. Nous avons tenté d'y pénétrer, une dame nous a mis dehors et certaines personnes ont tenté de nous empêcher de pouvoir rentrer dans cette maison. Les voici, sont à côté de moi. Monsieur, vous ne tenez pas à ce qu'on voit le mage? Vous ne voulez pas dire ce que vous en pensez? Voilà. Aucune réponse. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes à Villers qui croient en cette secte? Oh oui, oui. Bien, la moitié passée du village. Un homme est inquiet de l'importance grandissante de la secte et de l'emprise du mage de Villers-sur-Coudun sur la population. Cet homme, c'est le curé du village. Vous pensez que c'est un concurrent? Certainement. Ouais. Certainement, puisque il y a un certain nombre d'années que j'habite, je réside ici, et il y a des personnes qui autrefois allaient à la messe et qui ont été détournées de pratiquer leur foi catholique. Et cette jeune fille a été soignée par ce mage? Et les parents de cette jeune fille étaient d'accord avec les idées de ce mage. Est-ce que c'est la première fois qu'un tel accident arrive? Non, ce n'est pas la première fois. Il y a déjà quelques années, une fille de 14 ou 15 ans est morte d'une maladie de foie qui a été soignée très tardivement et qui aurait peut-être pu être à cause toujours de ce mage. Toujours pour les mêmes raisons. Apparemment, Villers-sur-Coudun est un petit village comme un autre.
Affaire judiciaire encore en France aux assises des Bouches-du-Rhône. La peine de mort a été requise ce matin contre Alain Benjeloul et Jean Pichot qui répondent de l'affaire du hold-up avec otage de Tretz au Crédit Agricole de Tretz il y a de cela quelques mois. Enfin, un mot du temps, il sera beau cet après-midi à peu près sur toute la France, du soleil sur l'ensemble du pays. Les cotations maintenant à la Bourse de Paris, Gérard Vidalange. La Bourse de Paris a un pied déjà en novembre car les acheteurs à crédit peuvent le faire pour le prochain mois. C'est toujours cette avance que les boursiers ont sur le calendrier et donc les valeurs françaises aujourd'hui sont encore irrégulières avec tout de même des points de fermeté. Alors on a parlé bien sûr du pétrole et du déplacement du président de la République à Brest. Il y a un projet de raffinerie de pétrole à Brest d'une capacité de 3 millions de tonnes. Sa mise en service serait prévue pour 1974. Actuellement, il y a un certain déséquilibre entre les capacités de raffinage versant Atlantique et dans les autres régions de France. Les 5 raffineries atlantiques, c'est-à-dire celle de Donge qui est la principale, et celle dans l'île-et-Vilaine de Verne-sur-Seiche, ainsi que les 3 raffineries près de Bordeaux, ne représentent que 13% de la capacité de traitement nationale. C'est vous dire que c'est tout de même peu de choses si l'on pense que dans la Basse-Seine, toutes les raffineries représentent 32%, et surtout en Méditerranée, 27% de la capacité de traitement se trouve concentrée autour de l'étang de Berre. Donc il y a certainement un meilleur équilibre à établir et jusqu'à présent les compagnies qui étaient assez réticentes semblent avoir entendu l'appel du président de la République. J'ajouterai simplement un mot pour dire que ce matin il y a des bons résultats de l'air liquide, le numéro 1 en Europe pour le traitement des gaz industriels, une affaire qui est également le numéro 2 dans le monde, une progression de 16% des bénéfices avant les amortissements et provisions. Voici encore quelques cours. Vous voyez que Saint-Gobain est tout de même en baisse aujourd'hui. L'Aquitaine en baisse 563 et même 557, mais il y a tout de même un mieux, je crois, dans les esprits. Je ne serais pas étonné de voir la semaine prochaine une reprise, peut-être encore modérée, de la bourse, mais une certaine reprise tout de même. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci Gérard, ainsi se termine cette édition de Télémidi. Bonne journée.